Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à notre webinaire. Merci d'être nombreux connectés. Nous sommes ravis de vous recevoir chez nous, chez WIFIN. Vous avez été habitués à nous voir derrière notre webcam pour faire les webinaires précédents. Cette fois-ci, on a souhaité faire quelque chose de différent, plus qualitatif, pour recevoir notre invitée du jour, Joséphine, dans les bureaux de WIFIN. Alors pour ceux qui ne connaissent pas WIFIN, c'est une fintech à impact qui a pour mission d'élever les standards de l'ESG, et pour cela on a développé une plateforme technologique qui s'appelle ESG Connect, qui permet de centraliser l'ensemble des process de nos clients, qui sont les investisseurs professionnels, asset managers, investisseurs asset owners, les wealth managers, pour qu'ils puissent centraliser de bout en bout leur stratégie, la collecte des données, les calculs réglementaires, la partie reporting, pour qu'ils puissent notamment se concentrer sur l'amélioration de leurs pratiques ESG. Aujourd'hui, le sujet du jour, il est particulier, il est très d'actualité. C'est sur les politiques d'exclusion, comme vous l'avez vu. Est-ce qu'il faut continuer à exclure Notre objectif, c'est d'échanger, notamment avec Joséphine, sur les pratiques d'un asset manager sur la place, sur comment faire en sorte de créer une politique d'exclusion la plus efficace, la plus impactante possible. Et on a dédié notamment toute la session, donc 45 minutes de ce webinaire, pour pouvoir évoquer l'ensemble des éléments, l'ensemble des sujets. Et aussi, on a aussi la chance d'avoir aussi Pauline de l'équipe WIFIN. Donc, je vais faire aussi une présentation de chacune pour vous apporter notamment des overviews des pratiques de place, les écueils à éviter, les recommandations, tout ce qu'on a pu voir, nous, côté WIFIN, dans nos recherches, dans l'accompagnement qu'on fait aussi avec les investisseurs professionnels. Donc, Joséphine Chevalier, vous êtes effectivement vous êtes leader de la stratégie ESG au sein d'Ostrom Asset Management. Vous et votre équipe, vous êtes au cœur de la définition de la stratégie ESG et de son mise en exécution, un déploiement finalement, qui comporte à la fois plein d'aspects, la partie exclusion dont on va aussi surtout parler aujourd'hui, la partie méthodologie, recherche ISR, engagement. Effectivement, Ostrom Asset Management est reconnu aujourd'hui comme un des leaders finalement sur les ambitions, l'engagement de sa politique ESG. Les politiques d'exclusion, on va décortiquer chaque élément que vous mettez en place, sont parmi les plus avancés sur la place. On pourra effectivement prendre chaque aspect de l'historique jusqu'à quels sont les choix que vous avez mis en place, et donc on va pouvoir décortiquer ça sous l'angle de questions-réponses. Pauline Berthelot, de l'équipe WIFIN, donc tu es lead d'expertise ESG, comme je l'ai dit, tu es directement en contact avec nos clients sous l'angle à la fois expertise réglementaire, expertise des pratiques de place. Tu fais partie aussi des piliers sur nos études de recherche, notamment un des baromètres sur lesquels on va aussi parler de certains chiffres clés qu'on peut aussi évoquer. Et aussi l'accompagnement directement de nos clients sur le renforcement des politiques d'exclusion, nos clients qui utilisent notamment notre plateforme sur la partie collecte des données, la gestion ESG de leur portefeuille. Exactement. D'ailleurs, on te donne directement la parole pour poser le cadre, faire un historique introductif sur de quoi on parle aujourd'hui lorsqu'on parle des politiques d'exclusion. Comme je l'ai dit, c'est un sujet très d'actualité parce que c'est renforcé, on est sur une vague d'accélération avec la partie réglementaire, mais ce n'est pas un sujet nouveau. C'est peut-être
un des premiers piliers de la finance durable dans le monde. Et voilà, on te donne la parole pour poser le cadre. C'est exactement ça. En fait, les exclusions, c'est finalement le pivot historique des pratiques ESG, puisque dès les années 70, on a des acteurs qui mettent en place des exclusions pour vraiment pouvoir avoir des pratiques qui sont alignées avec leurs propres convictions, leur éthique, etc. Donc, par exemple, on a eu des acteurs qui, dans les années 90, ont décidé de désinvestir les entreprises sud-africaines pour lutter contre l'apartheid. Depuis, le cadre, il a quand même beaucoup évolué. Dans les années 2000, on a les PRI qui se mettent en place et qui poussent les acteurs justement à mettre en place un certain nombre d'exclusions. Donc ça crée vraiment la base de ce qu'on retrouve aujourd'hui, notamment sur les droits humains. Et on a constaté depuis les années 2010 et encore plus récemment qu'on tend vers une sophistication des politiques d'exclusion. Donc on a de nouvelles thématiques qui sont abordées. Cette année, on a par exemple la biodiversité qui est au cœur des politiques d'exclusion qui sont mises en place par les acteurs. On a aussi une articulation avec d'autres pratiques, les controverses, l'engagement. Et on a l'apparition de coalitions de place. Tout ça est aussi poussé par le cadre réglementaire, on pourra en parler un petit peu plus par la suite, et aussi par les labels volontaires. Ça a été notamment le cas du label ISR qui a fait beaucoup débat l'année dernière et qui finalement a intégré de nouveaux secteurs dans ses exigences pour justement qu'ils puissent être exclus par les fonds labellisés. Donc, on a aussi un constat qui est simple, c'est que les exclusions, c'est la voie ESG qui est la plus empruntée. Tout simplement, c'est une façon de parler aux épargnants qui est assez simple. C'est quelque chose qui est très bien compris. C'est quelque chose qui est sous le feu des projecteurs, tant des ONG que des asset managers. Et donc, aujourd'hui, c'est la première stratégie qui est utilisée par les acteurs européens. Au niveau mondial, elle est seulement à la 3e place, derrière l'engagement et l'intégration ESG, ce qui peut aussi porter parfois à débat, puisque finalement, est-ce que si les exclusions ne sont pas appliquées par tous, elles sont vraiment efficaces? Donc finalement, on a quand même une voie qui est unilatérale sur les exclusions, mais on a aussi quelques tendances qui vont se dégager. Le climat, c'est vraiment le premier motif d'exclusion des acteurs dans le monde. En Europe, on a différentes tendances qui se dégagent, puisque par exemple le nucléaire, les pays n'ont même pas une vision homogène de la question. Donc on a différentes tendances qui se dégagent. Aux États-Unis, à l'exception du tabac et de l'armement, les acteurs sont quand même beaucoup moins engagés sur cette voie de l'exclusion. On a aussi de nouvelles thématiques qui apparaissent avec la diversité, l'inclusion, et tout ça évidemment dépend de la disponibilité des données. Puisque sur le climat, on dispose de beaucoup de données, donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir mettre en place des politiques d'exclusion. En termes de tendance, on a des exclusions qui sont essentiellement basées sur des seuils, des pourcentages de chiffre d'affaires qui vont être soit fournis par des fournisseurs de données privés ou encore par des sources de données publiques. Avec Ostrom, on a pu réaliser pendant plusieurs mois des analyses sur les politiques d'exclusion, sur les données dont on disposait et sur beaucoup de thématiques. Donc vous pouvez les voir actuellement apparaître à l'écran. Et on voit quand même qu'on a un consensus puisque la totalité des sociétés de gestion qu'on avait pu étudier ont mis en place une politique d'exclusion sur le charbon. On a d'autres thématiques qui commencent à émerger, donc je le disais tout à l'heure sur la biodiversité. On retrouve de plus en plus la question des pesticides, de l'huile de palme dans les politiques d'exclusion, et aussi ce côté plus social qui apparaît, par exemple sur les jeux d'argent, la pornographie. Donc en fait, au fur et à mesure, on a quand même une extension du périmètre qui est couvert par les sociétés de gestion, mais qui dépend toujours de la disponibilité des données, de l'expertise, des outils. Et donc finalement, tout n'est pas encore couvert actuellement. On a un petit lag, mais c'est bon normalement. On a pris un cas d'école, donc le cas du secteur des énergies fossiles, puisque comme on a pu le voir, le charbon et les hydrocarbures non conventionnels sont au cœur des politiques d'exclusion des acteurs. Et ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, on avait quand même un revers de situation qui se passait actuellement, puisque les politiques d'exclusion commencent à être un petit peu critiquées. Notamment, on a le désinvestissement strict qui va priver les investisseurs en fait de leviers d'influence, notamment au cours des AG, lorsqu'ils peuvent tout simplement voter. Et on constate du coup qu'on a des chiffres qui
qui peuvent porter à questionner les politiques d'exclusion. C'est le cas par exemple d'Urgewald, qui a noté que sur plus de 1400 entreprises, on en avait seulement 70 qui avaient mis en place une politique de sortie du charbon. On a aussi Reclaim Finance, qui a noté que 96% des émetteurs poursuivent leur expansion fossile. Donc finalement, on se pose la question de est-ce que les politiques d'exclusion, qui ont quasiment toutes été implémentées par des acteurs financiers, poussent vraiment les émetteurs à mettre en place des stratégies de sortie de ces énergies fossiles. Et donc, c'est typiquement ce pourquoi on voulait avoir ce webinaire aujourd'hui, pour bien se rendre compte que l'exclusion, quand elle est seule, elle n'est pas forcément efficace. Donc, je t'en prie, Sabrine. Merci Pauline pour ce cadre introductif. Effectivement, ça nous permet tout de suite d'aborder finalement ce webinaire avec des 3 parties dont on va parler. La première, c'est vraiment définir comment on met en place la forme et le fond des politiques d'exclusion, sur quel périmètre, qu'est-ce qu'on met comme seuil, qu'est-ce qu'on exclut, etc. Ensuite, on va parler des données et on parlera ensuite sur l'articulation des politiques d'exclusion avec d'autres pratiques ESG, telles que le suivi des controverses ou encore l'engagement actionnarial. Joséphine, petit mot encore sur Ostrom Asset Management. Comme je l'ai dit, c'est une société de gestion reconnue sur la place par son expertise ESG. On a vu aussi que vous avez reçu un palmarès sur le Responsible Investment Brand Index, qui vous positionne effectivement parmi les 20% des asset managers mondiaux les plus avant-gardistes. Ça, c'est on va dire une bonne reconnaissance sur la place. On va parler aussi de ce que vous mettez en place, notamment sur la partie exclusion, en dehors de tout ce qui est déjà réglementaire, sur les armes controversées, par exemple, même si je comprends que vous allez même un peu plus loin de ce qui est demandé par le cadre réglementaire. Comment c'est dessiner finalement votre politique d'exclusion dans le temps, vous et ceux de vos pairs. Merci beaucoup déjà de m'inviter et de nous donner la parole sur ce sujet très très passionnant. Alors moi j'ai envie de dire qu'en fait Ostrom c'est comme le reste de la gestion d'actifs, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs influences, on va dire. Une influence que tu citais, c'est celle des PRI, évidemment, des Principles for Responsible Investment. Ostrom est un des premiers signataires en 2008 des PRI, et que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, on décide de mettre en place une politique d'exclusion pour gérer les controverses sévères, droits de l'homme, droit du travail, éthique des affaires, problématiques d'environnement, et ça, c'est un peu une pierre fondatrice, en fait, dans le marché. Donc, commencer par ces aspects de controverses sévères. Et puis, il y a le réglementaire dont tu parlais également, c'est-à-dire qu'il y a traité Ottawa, Oslo, l'arrivée dans le panorama européen d'obligations, en fait, d'exclusion, pour les acteurs européens en tout cas, une partie des acteurs. Et donc, à ce moment-là, on met aussi des politiques armes controversées, de lutte contre les armes controversées, que au début sont sur les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles, et puis qu'on va faire vivre. Et ça, on va en reparler, mais une politique, ça vit, ça s'enrichit, et nous, comme les autres acteurs, et peut-être plus que certains acteurs, on enrichit avec des exclusions sur armes chimiques, biologiques, uranium hypochlorite, etc., etc. Donc, deuxième type d'influence. Et puis, depuis 10 ans, tu en parlais, ce qu'on appelle les politiques sectorielles. Alors, politique sectorielle, c'est un mot extrêmement vaste. Qui s'oppose aux normatifs dont on parlait, qui étaient les controverses de droit, etc. Le sectoriel, la première historiquement, ça a été vraiment le tabac, pour des questions de santé publique, en fait, où beaucoup d'acteurs de la place se sont mis à systématiquement exclure le secteur tabac, et c'est toujours le cas aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des politiques qui est quand même le plus en place. Et puis, les accords de Paris ont quand même changé la donne, et il y a eu vraiment une prise de conscience très forte à ce niveau-là, et les politiques climat sont venues. Et Ostrom a voulu se distinguer particulièrement sur ses politiques climat. D'abord parce que on a participé à cet effort de la place de Paris en 2019, qui a été poussé par Bruno Le Maire, de s'engager sur la sortie du charbon. Là, c'était vraiment une grosse décision, donc en 2030. On y reviendra peut-être. Et puis, en 2022, plus récemment, de façon
peut-être en avance de phase d'ailleurs par rapport à nos pairs, on a décidé de mettre en place une politique d'arrêt d'achat sur les hydrocarbures non conventionnels en engageant sur le conventionnel pour soutenir les scénarios AIE et encore une fois les trajectoires climatiques. Donc on voit bien en fait que ces grands mouvements tendance Ostrom, ils sont aussi les tendances du marché. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on va sur des thématiques qui s'enrichissent de plus en plus et dont la biodiversité, sur lesquelles évidemment on travaille et qui est aux frontières entre la nature et le climat. Concernant les politiques d'exclusion, effectivement, il y a celles qui sont définies en chapeau, on va dire, par la société de gestion. Et puis, lorsque vos clients vous demandent des choses beaucoup plus custom, personnalisées, peut-être qu'ils vont beaucoup plus loin, comment vous y répondez? Alors ça, c'est vraiment une question passionnante parce que on porte nos engagements d'Ostrom, mais on porte aussi les engagements de nos clients. Et notre positionnement Ostrom, en plus, est tout à fait dans ce sens. On a beaucoup de clients mandats. Donc, aujourd'hui, et depuis quelques années, on assiste à une demande de plus en plus importante, qui a sans doute été aussi favorisée par la réglementation, de nos clients pour les accompagner dans la déclinaison de leurs propres responsabilités sociales d'entreprise, c'est-à-dire de les accompagner dans leurs propres exclusions, dans la réflexion amont sur les politiques, jusqu'à l'exécution et la mise en place de contraintes dans leurs investissements. Et ça, c'est un travail important et c'est un travail de valeur ajoutée que les sociétés de gestion sont amenées à faire dans le futur, en s'appuyant aussi sur des acteurs comme vous, comme WeFin, pour accompagner ce mouvement. Donc en fait, finalement, on a un premier axe qui est l'identification des périmètres, des thématiques qu'on souhaite intégrer dans ces politiques d'exclusion. On en revient un peu à ce qui a été fait de manière historique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment pouvoir s'aligner avec ses valeurs, ses convictions, prendre en compte celles de ses clients, et puis aussi regarder tout simplement les actifs qu'on a dans le portefeuille. Donc, à quoi est-ce qu'on est exposé comme risque? Donc, finalement, si on a beaucoup d'expositions sur des industries pétrolières ou les énergies fossiles qui sont exposées à un fort risque de transition, l'exclusion, ça peut aussi être un moyen de mitiger ce risque. Mais on ne doit pas quand même oublier aussi la partie impact que tu mentionnais et évidemment adapter le périmètre. En fait, on a beaucoup d'acteurs qui appliquent des exclusions de manière unilatérale, peu importe leur portefeuille, et qui du coup ont des politiques d'exclusion moins strictes. Et finalement, si on adapte sur chacun des sur chaque typologie de portefeuille, peut-être qu'on pourra aller plus loin, que ce soit par exemple sur la zone géographique, parce qu'on ne peut pas traiter un acteur d'un pays en développement de la même façon qu'un pays développé. Et donc du coup, ça revient en fait qu'il faut vraiment approfondir la réflexion lorsqu'on définit ce périmètre finalement. Ah, absolument, mais ça rejoint tout le débat qu'on a sur la sophistication des approches. Alors, sophistication des approches qui se font d'abord, je dirais, par une élargissement de la notion de politique. Les politiques aujourd'hui sont plus seulement des politiques d'exclusion. Elles sont véritablement des politiques d'engagement et d'exclusion. Donc ça, c'est un premier point qui est essentiel. Parce que il suffit plus de dire juste on se débarrasse du problème. Il y a effectivement des moments où on ne peut pas faire autrement que d'arrêter d'investir, puisque on voit bien que l'entreprise n'est pas à l'écoute et en breach sur des points fondamentaux. Mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est quand même d'embarquer, surtout sur les questions de transition. Et donc il y a une vraie ligne de crête entre embarquer, mais ne pas être trop non plus trop lâche entre guillemets, loose entre guillemets, dans l'approche, parce qu'il faut être aussi rigoureux et mettre des lignes claires. Donc l'engagement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui intégré dans une politique qui va d'abord être de dialogue avec les émetteurs, qui va être de comprendre où ils se trouvent, et l'exclusion n'est que le dernier ressort finalement lorsqu'on voit qu'on ne peut pas faire avancer les bonnes pratiques. Deuxièmement, il y a aussi la prise en compte de la chaîne de valeur. Alors ça, c'est une réflexion intéressante et très actuelle. C'est de dire qu'on ne se focalise pas que sur une entreprise, mais sur son écosystème. Et là, on rejoint la notion d'impact. Sur quoi, par exemple? Sur ses fournisseurs, sur ses clients, sur ses parties prenantes. Quand on prend, par exemple, la politique armes controversées d'Ostrom, on a vraiment fait ce choix, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas simplement des entreprises qui produisent des armes, mais on exclut aussi les entreprises qui les distribuent, et les entreprises qui fournissent des composants spécifiques à ces armes, les entreprises qui font des équipements qui sont customisés pour ces armes. Donc on a une approche vraiment beaucoup plus écosystémique
je pense, dans les politiques. Et puis troisième chose, et ça on le répétera jamais assez, une politique n'est pas figée dans le temps, elle doit être évolutive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les entreprises vont avoir des capacités à changer qui vont être limitées, puis les innovations vont venir et ils vont être capables de passer certaines étapes. Et nous, on peut pousser à ce moment-là la barre un peu plus loin. Par exemple, sur le charbon, la plupart des politiques aujourd'hui, toutes quasiment, sont des politiques de charbon thermique. Pourquoi ? Parce que quand on a lancé ces politiques, on n'avait pas vraiment de substituabilité économiquement viable pour le charbon sidérurgique, pour fabriquer de l'acier. Aujourd'hui, c'est un débat qui revient. Et probablement, on s'attend à ce que dans le futur, on intègre le charbon sidérurgique. Donc vous voyez, il y a vraiment une adaptation constante de ces politiques et un enrichissement progressif. C'est super important et intéressant effectivement de prendre l'ensemble de la chaîne de valeur. Après, là, se traite le sujet de la donnée, de la disponibilité de la donnée. C'est effectivement notre deuxième thématique. Si on regarde votre politique sur les exclusions fossiles, vous avez été notamment analysé par Reclaim Finance qui vous a attribué, on va dire, une bonne note, un très bon score même sur cette politique. Parce qu'elle repose effectivement sur plusieurs critères, sur plusieurs, on l'a dit, à la fois sur des périmètres assez différents. Vous allez creuser le sujet et pas effectivement seulement fixer un seuil sans aller beaucoup plus loin. Comment vous avez choisi, sélectionné ces critères et comment vous avez déterminé notamment ces seuils? Alors c'est tout un débat, mais ce qu'il faut retenir, c'est que une politique, c'est que la partie qui sort de l'iceberg. C'est-à-dire qu'au moment où on l'a formalisé, il y a un travail qui est colossal, qui est fait en amont de ces politiques. D'abord sur les thématiques. Comme je disais, les premiers intervenants, ce sont les entreprises qu'on a en portefeuille. C'est-à-dire que ça va être avec eux qu'on va discuter pour bien identifier où sont les impacts, quels sont les produits, qu'est-ce qu'ils mettent en place et quelle est la substituabilité, est-ce qu'on peut substituer quelque chose, je vais y arriver, pour pouvoir être moins impactant. En fait, ça va être vraiment un travail. Et en parallèle, on fait un travail aussi avec des organismes de référence qui sont par exemple, nous, en l'occurrence, l'Observatoire de la finance durable, sur les deux politiques fossiles que vous mentionnez, hydrocarbures et charbon, a été vraiment un lieu de passage important, ne serait-ce que pour comprendre, par exemple, les catégories de non conventionnels ou de controversés. Et on a aussi beaucoup travaillé avec l'IGCC qui est en lien avec Climate Action pour bien comprendre aussi les étapes de l'analyse d'un bon plan de transition dans le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est un travail, on va dire, de recherche thématique. Et une fois qu'on a une idée de où on veut aller, trouver les indicateurs, ça va être tout un jeu. Et c'est une itération. On en parle souvent entre nous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée très, très précise de ce que vous voulez faire, mais si vous ne trouvez pas les bons indicateurs, vous allez devoir reformuler ou attendre et faire évoluer plus en amont, plus en aval votre politique. Nous, on a choisi, par exemple, sur ces politiques, de se baser sur les travaux et les indicateurs d'un think tank allemand qui s'appelle Urgewald, qui s'est imposé d'ailleurs dans le marché depuis comme étant une source très fiable sur les énergies fossiles, qui nous permettait à la fois d'avoir un coverage vaste, des définitions qui correspondaient à ce qu'on avait travaillé, notamment avec l'Observatoire de la finance durable, et d'être un peu cohérent dans notre approche, et aussi qui est évolutif, c'est-à-dire que quand on regarde sur le charbon, par exemple, Urgewald va proposer des seuils relatifs et absolus, aussi va nous donner des informations sur les nouveaux développements. On ne va pas investir dans des sociétés qui développent puisqu'on veut sortir en 2030 du charbon. Donc voilà, ça fait partie des KPI qu'on va prendre en compte, mais ces seuils sont dégressifs et donc on va les prendre en compte. La petite, je veux dire, le gros plus d'une société de gestion comme Ostrom, c'est ses capacités de recherche. Donc, au-delà même des indicateurs qu'on a choisis, on va challenger les entreprises avec des campagnes d'engagement annuelles, c'est-à-dire celles sur lesquelles on peut investir, pour vérifier que même s'ils respectent ces fameux seuils et KPI, ils sont bien en ordre de marche pour une sortie en 2030 du charbon et qui sont bien articulés. C'est la même chose pour le pétrole où on a des campagnes annuelles. Donc, on va dire qu'en fait, tout ça est un tout et tout ça évolue et les disponibilités de données avec la CSRD
vont probablement, dans le futur, nous ouvrir des nouvelles possibilités. Oui, exactement. Et moi, j'aime beaucoup reprendre l'un des sujets qu'on a pu traiter ensemble, donc c'est l'huile de palme. C'est vrai que finalement, quand on regarde ce qui se passe sur la place, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur un type d'exclusion binaire. Donc, ils mettent en place un seuil sur le chiffre d'affaires, et à partir de là, ils excluent ou pas. Et finalement, ça tend pas vraiment à pousser les acteurs vers de meilleures pratiques. Parce que, en fait, les sujets ne sont pas tout blanc ou tout noir, on a toujours du pour et du contre. Donc sur l'huile de palme, ça peut être tout simplement le fait que ce soit aussi une source de revenus très importante pour des petits producteurs, pour des sociétés qui sont dans l'extrême pauvreté. Et d'ailleurs, c'est soutenu par WWF. Et donc finalement, nous, on s'est penché sur la question de comment est-ce qu'on peut implémenter une politique d'exclusion qui pousse les acteurs vers de meilleures pratiques. Et donc là, tout simplement, il y a des indicateurs qui existent sur l'existence de certifications. Donc d'une certification, d'une production plus durable. Et finalement, la politique d'exclusion, elle peut tout simplement se reposer sur ce type d'indicateur, complété par un pourcentage du chiffre d'affaires, et on obtient une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe sur telle ou telle thématique, et on pousse les acteurs à adopter de meilleures pratiques, et pas seulement à changer totalement leur business model, voire à disparaître de l'écosystème financier. Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, ça rejoint l'idée ne pas exclure en bloc tout un secteur, mais être beaucoup plus dans le best in class et promouvoir des pratiques spécifiques. Et c'est la façon dont nous on travaille aussi ces politiques et c'est la difficulté inhérente, c'est de pouvoir avoir ces ressources-là internes via la recherche pour pouvoir challenger les entreprises et creuser. Parce que les indicateurs, aujourd'hui, ne suffisent pas, en fait, à décrypter vraiment quelles sont les bonnes pratiques des entreprises. Je suis d'accord. C'est une bonne transition effectivement sur la partie ressources allouées effectivement pour bien gérer sa politique ESG. On a parlé des données. C'est vrai qu'avec les données de l'ONG allemande Urgewald, c'est assez précieux d'avoir de la data publique et gratuite. Ce n'est pas le cas effectivement sur l'ensemble d'autres thématiques qu'on veut exclure, secteurs qu'on veut exclure. Mais il y a aussi toute la partie recherche, contrôle qu'il faut mettre en place pour vérifier que on est bien en train de respecter à tout moment notre politique d'exclusion, enfin toutes les règles qu'on a mis en place, et aussi les reportings qui sont demandés, soit des reportings réglementaires custom auprès de vos clients, notamment qui vous demandent des niveaux d'ambition, de sophistication beaucoup plus importantes sur la politique d'exclusion. Comment vous gérez finalement tout ce besoin en termes de ressources, des ressources liées à l'expertise, à la data, à la partie reporting, contrôle, outils chez Ostrom Asset Management. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire, on n'a pas tous les mêmes forces, et les SGP de la taille d'Ostrom auront certainement des forces à offrir à leurs clients. Donc, moi, j'ai envie de dire que, quelque part, les clients, ils se retournent aussi vers nous pour les aider à porter leurs engagements et leurs politiques. Et ces ressources-là, même s'ils les ont pas, ils les matérialisent au travers de nous, nos équipes de recherche et nos analyses. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut capitaliser de plus en plus. Évidemment, data provider veut dire argent, veut dire dépenses, en attendant d'avoir des données sourcées, comme on disait, qui seront fiables et granulaires, on l'espère. Mais il y a quand même des choses. Quand on parle, par exemple, des actions qui sont menées par les instances de place, nous, par exemple, on travaille énormément dans le cadre de l'AFG, l'Association française de gestion, et on contribue à des groupes de travaux, notamment sur les énergies fossiles, où on va mettre ensemble nos expertises pour essayer de trouver le meilleur chemin. En particulier, c'est très utile pour les plus petits acteurs et les petits investisseurs, parce que ça accélère vraiment leur connaissance et ça leur permet d'avoir des guides de bonne pratique. On a notamment participé au livre blanc sur la sortie du charbon, et il y a eu la même chose sur les hydrocarbures. Donc ça, capitaliser sur de la recherche et les instances de place, ça c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui est collectif. Et alors là, on a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Nous, on fait partie de Climate Action 100+, par exemple,
qui est une coalition d'investisseurs sur les sujets climatiques. Mais il y a aussi des sujets qui sont sociétaux. On est dans Investor for Responsible Care pour les questions de controverses dans le médico-social. Ça nous permet globalement ensemble d'être plus forts, d'identifier quelles sont les problématiques, de mettre en commun les ressources et puis aussi de faire un levier important. Donc, ces choses qui sont en train de se mettre en place, même si on est d'accord qu'en se complexifiant, il y a un besoin de ressources, ça donne aussi des ressources. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, c'est l'idée aussi de s'outiller et puis de faire appel à parfois aussi des asset managers qui ont, eux, les moyens d'avoir en fait ces analyses-là et de pouvoir contribuer à ces recherches. Et donc, finalement, on aboutit à la question, est-ce qu'on doit toujours continuer à exclure ou pas ? Et on a un cadre réglementaire qui tend, en fait, à promouvoir les exclusions. On a eu l'année dernière une consultation sur SFDR, et dans cette consultation, on pouvait constater tout simplement qu'on avait des labellisations avec aussi des produits pour lesquels on aurait des seuils minimaux à respecter en termes d'exclusion. On a aussi les guidelines de l'ESMA qui sont sortis récemment et qui restent encore à être validés sur les noms des fonds et qui imposeraient, par exemple, pour des fonds européens qui auraient des termes en lien avec la durabilité ou la transition, d'appliquer les mêmes exclusions que ce que font les indices PAB ou CTB. On a les labels, donc le cas le plus récent, c'est celui du label ISR, évidemment, où pour chacun des piliers E, S et G, on a de nouvelles exclusions qui apparaissent, donc sur les énergies fossiles, sur les armes, et on a aussi des acteurs qui commencent à se désengager et qui baissent un petit peu les bras. C'est le cas d'un des plus grands fonds européens qui récemment a pu mener pendant 2 ans une politique d'engagement très intense pour pousser les acteurs du secteur des énergies fossiles à mettre en place des plans de transition. Et puis, à la fin de ces 2 ans, les résultats n'étaient pas là, donc il s'est totalement désengagé, il me semble, de plus de 300 émetteurs, ça représentait 2,8 milliards d'euros. On a des entreprises comme Total Energy, Shell, qui ont été totalement désinvesties. Donc l'idée, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas en arriver là. Et donc pour ça, il faudrait tout simplement qu'on puisse pouvoir utiliser d'autres piliers des stratégies ESG, donc, comme par exemple l'engagement. Peut-être effectivement, avant de parler de l'engagement, il y a aussi le sujet d'un autre pan de la stratégie ESG sur les controverses. Vous appliquez effectivement chez Ostrom Asset Management la politique de worst offenders et vous l'articulez assez bien avec la politique d'exclusion. Ça serait intéressant parce que c'est pas quelque chose on a pu beaucoup voir finalement au sein des acteurs sur la place, ou sinon c'est deux choses très dissociées où il y a pas forcément des liens entre la politique d'exclusion et la partie controverse. C'est souvent de méthodologie, des seuils complètement différents. Comment vous mettez ça en place ? Alors moi j'ai tendance à dire que quand on fait des politiques, quelles que soient les politiques qu'on fait, quelque part, évidemment, on porte des engagements, donc on a un objectif d'impact, mais aussi on gère ses risques. Et un de ces risques, c'est quand même les risques réputationnels qui sont de plus en plus importants, voire des risques très matériels, parce que les énergies fossiles sont des futurs stranded assets. Donc voilà, donc on gère ces risques et dont les risques de controverse. Et après, si je veux bien, je repars vraiment sur la politique Worst Offender. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle offre un cadre d'analyse. Des controverses, il y en a partout. Il y en a des pas graves, il y en a des graves, voilà. Le problème, c'est pas les controverses, c'est vraiment de qualifier l'impact et quelle est la décision qu'on va prendre. Et donc, nous, dans cette politique Worst Offender, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est mis à un cadre d'analyse. On reçoit des alertes de nos providers spécialisés, de notre recherche, de nos équipes, de nos clients parfois, et on va au prisme de cette méthodologie décider quel est le chemin à suivre. Notamment, il y a 4 points essentiels qu'on utilise. C'est la gravité des faits, c'est grave, c'est pas grave.
est-ce que c'est avéré que ce soit en lien direct avec l'entreprise? Parfois, il peut y avoir, une entreprise peut se retrouver au milieu d'un contexte, d'un pays, etc., mais ne pas être directement responsable. Donc vraiment bien voir les liens de causalité. Donc ça, c'est important. Ensuite, est-ce que c'est un caractère systémique? Est-ce que c'est un accident de parcours de l'entreprise? Ou est-ce que ça révèle vraiment un problématique, une faille dans cette gouvernance qui va occasionner de futures controverses? Et last but not least, évaluer la remédiation de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a mis en place quelque chose? Et est-ce que c'est crédible? Et en fait, ce qui est intéressant, qu'on passe de choses qui sont parfois très émotives, très controversées, et on dans une factualisation et dans une méthodologie qui, elle, si elle est bien suivie, nous permet d'avoir un plan d'attaque. En fonction, soit on va continuer à monitorer le risque, on va mettre notamment des alertes non bloquantes dans les systèmes pré-trade, et les géants vont savoir qu'il y a quelque chose sur le nom, soit on va carrément jusqu'à l'exclusion, et souvent on passe par la case engagement avec les entreprises. Donc il y a tout un chemin qu'on utilise maintenant pour gérer nos controverses qui inclut l'exclusion, mais pas que. Et on retrouve les 3 E, évaluation, engagement, exclusion. Tout à fait. Alors sur l'engagement, effectivement, on va finir là-dessus. D'ailleurs, je dis juste effectivement à ceux qui nous regardent, si vous avez d'autres questions, on a souhaité garder du temps, notamment pour prolonger l'échange et prendre les questions qui arrivent. Comme l'a dit Pauline, effectivement, il peut y avoir parfois des situations où en fait finalement l'exclusion peut amener à des pratiques pas toujours vertueuses. On a assisté effectivement à un revirement de situation assez récemment sur Total Energy par exemple, qui fait face à beaucoup de désinvestissements, notamment de la part des fonds labellisés ISR. C'est principalement en France que le gap, qu'il y a eu un revirement assez net qui parle effectivement d'aller plutôt à la cotation américaine, US, et d'avoir des actionnaires plutôt américains, et donc de déplacer finalement le problème au lieu d'agir sur la problématique de la transition. On va pas forcément s'attarder sur le cas de Total Energy qui est connu aujourd'hui par tous, mais ça nous permet de se poser la question sur comment bien articuler notre stratégie d'exclusion avec notre politique d'engagement pour finalement continuer à inciter, parce que c'est ça l'objectif finalement de pourquoi on fait tous de la finance durable, c'est pour enclencher finalement une démarche de transition, c'est pour continuer à ce que ce soit incitatif et non pas tout l'inverse. Donc comment bien articuler ces deux pans d'une stratégie ESG, l'engagement et l'exclusion, pour que les entreprises que vous avez en portefeuille continuent à transiter, à transitionner et à finalement avoir un business model plus juste, plus durable. Ouais, ça c'est un chemin de crête très très important. J'en profite pour dire qu'en fait l'AIE ne dit pas qu'il faut arrêter simplement de produire du pétrole. On peut pas aujourd'hui. Voilà. Ce que dit l'AIE, c'est simplement qu'il faut qu'on soit cohérent et que si on a envie de contribuer au fait que le monde se réchauffe pas au-delà d'un certain seuil, au-delà duquel on sait même pas d'ailleurs quelles seraient les conséquences, c'est vraiment l'inconnu, et l'inconnu dans le mauvais sens. Il faut arrêter de développer des nouvelles capacités, et il faut pivoter autant que se peut sur d'autres types décarbonés. Donc nous, il n'était pas question pour nous d'exclure purement et simplement le secteur des fossiles, c'est plutôt d'encourager l'engagement et quand même de mettre quelques lignes rouges. Si vous ne mettez pas de lignes rouges, en fait, vous n'êtes pas non plus crédible dans la démarche. En mettre des trop dissuasives et problématiques. Donc, c'est vrai que c'est toujours un vrai sujet. Mais j'en profite pour dire que nous, notre politique sur les hydrocarbures, c'est pas de l'exclusion, mais c'est de l'arrêt de l'achat. Alors c'est vrai que dans un monde de fixed income dans lequel on vit, quand on arrête d'acheter, avec les maturités qui tombent, finalement on a moins en moins d'exposition. Mais pourquoi on a fait ça? Pour se donner la chance d'avoir ce dialogue avec les entreprises et pouvoir
les convaincre et essayer de vraiment entendre quelque chose d'un peu plus et aussi pour voter. C'est-à-dire que à partir du moment où on reste actionnaire, on est aussi en capacité de dire là où il nous semble qu'il y aurait des progrès qui seraient encore nécessaires. Donc on n'est pas là pour effectivement voilà, on est là pour enclencher quelque chose de positif, faut rester humble aussi, je pense. C'est vraiment bien. Et en même temps, il faut quand même garder une forme d'exigence. Donc tout est une question de dosage et c'est pas évident non plus de maintenir toujours le cap. Je pense que l'évolutivité, je vais y arriver, est important. C'est-à-dire que les politiques, il faut qu'elles soient progressives aussi dans leur approche. D'où cette notion qu'on a, nous, de seuil et de différents KPI qu'on prend en compte. Effectivement, j'ai beaucoup entendu cette pratique de la place. Pauline, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi aussi tu as vu en pratique. Est-ce que c'est plutôt nouveau ou pas? C'est vraiment de faire la distinction entre le type de financement entre la partie equity, fixed income. C'est plutôt intéressant de se dire que sur la partie fixed income, c'est arrêter de financer versus garder la partie action pour pouvoir porter effectivement sa voix lors des AG et continuer l'engagement actionnarial. Quoique aussi, il y a l'engagement collaboratif. On n'est pas obligé d'être actionnaire d'une entreprise pour pouvoir participer effectivement à ces engagements collaboratifs. Oui, exactement. Et puis, de toute façon, finalement, les acteurs commencent à vraiment se demander est-ce que ces titres, ils sont pas mieux chez moi plutôt qu'ailleurs? Et est-ce que moi, j'en ferai pas un meilleur usage, notamment lors des AG, lorsque moi, je vais pouvoir vraiment exprimer ma voix en tant qu'asset manager lors des votes, plutôt qu'un acteur américain parfois qui pourrait avoir des ambitions ESG qui sont bien moins élevées finalement. Ouais, moi, je pense qu'on a tout un chemin à parcourir encore dans la maturité. Et les débats qu'on a eus au sein du FIR, notamment sur le Sound Climate l'an dernier, montrent bien qu'il y a encore une marge de progression des investisseurs, des entreprises sur le sujet, mais on est en bonne voie sur ces dialogues-là. Et c'est ça qui est intéressant dans cette dynamique. De considérer l'exclusion dans une boîte à outils qui serait plus large et qui serait vraiment à impact positif. Oui, tout à fait. Et aussi pour pouvoir challenger les plans de transition, si on élargit les plans de transition des entreprises, il y a plein d'autres types de données qu'on pourrait utiliser. Récemment, la Commission européenne a beaucoup insisté sur l'utilisation de la taxonomie européenne et notamment du pourcentage de CAPEX, donc qui montre on va dire le chemin que veut parcourir l'entreprise pour pouvoir améliorer ses pratiques. Ça c'est aussi des choses. Finalement, on se rend compte que pour pouvoir avoir une politique ESG assez robuste dans un sujet notamment environnemental, climatique, c'est, comme tu l'as dit, plein d'éléments et de boîtes à outils qui comprend bien sûr l'exclusion, c'est ce qu'on appelle les minimum requirements aussi, pour éviter d'avoir des choses très très contradictoires entre la stratégie du fonds, comment il se nomme et finalement ce qu'il met en place. Mais parfois il peut effectivement avoir des choses beaucoup plus personnalisées, enclencher l'engagement et aussi avoir d'autres faisceaux finalement d'indices sur est-ce que voilà ça vaut le coup ou pas de sortir cet émetteur de son portefeuille vu la trajectoire qu'il est en train d'annoncer à la fois sur son plan de transition, sur d'autres KPI comme le CAPEX aligné à la taxo. Alors en plus de cette problématique, moi j'avais quand même aussi envie de parler de la problématique sociale, parce qu'on a beaucoup parlé en fait de transition. La transition sociale, sociétale, c'est aussi un de nos objectifs en tant qu'asset manager. Et au-delà de cette transition climatique dont on a beaucoup parlé, il y a aussi la transition, par exemple, sur les sujets très actuels de droits des femmes. Voilà. Quand on parle de ce sujet-là, moi j'ai un exemple en tête. C'est à plusieurs, on est plus fort. C'est la coalition Investor for Responsible, Club Investor France, 30%, qui est aussi une belle initiative, qui a été fondée au Royaume-Uni en 2010, qui aujourd'hui fonctionne dans 20 pays. Nous, on est membre fondateur de l'initiative France. Aujourd'hui, c'est 18 membres et c'est 6 trillions sous gestion. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que sur toutes les entreprises du SBF 120, on a noué un rapport
de proximité qui nous permet tous les ans de leur demander de reporter un certain nombre d'indicateurs sur les rémunérations, l'accompagnement des congés, les mobilités, la gestion du harcèlement, voilà, un certain nombre de KPI qui, quand ils sont bien disclosés, permettent aux entreprises de se rendre elles-mêmes compte, en fait, d'un certain nombre de choses et de mettre en place spontanément des choses. En fait, tout ne doit pas être coercitif. C'est-à-dire que le dialogue qui naît parfois entre les investisseurs et les entreprises favorise des changements sociaux, sociétaux et potentiellement climatiques d'ailleurs, qui se font dans des bonnes conditions. Et c'est ça, en fait, peut-être la meilleure transition. Tout à fait, ça me fait penser à l'événement du FIR qu'on a réalisé il y a quelques jours sur les sources de données publiques. On avait invité 2 sources de données. C'est le World Benchmarking Alliance qui fait un travail remarquable sur la mise à disposition de données sociales, sur le gender equality et sur le human rights. Et les 2 intervenantes effectivement ont pas mal mis en avant quel type d'utilisation on pourrait faire de cette base de données qui fait un focus sur certains secteurs, notamment par exemple sur le textile pour la partie human rights et gender equality. Enfin, il y a beaucoup de problèmes aussi sur cette partie de sectorielle et notamment voilà comment on peut utiliser pour faire de l'exclusion très spécifique avec ces données. Et puis aussi, en fait, nous, ce qu'on a pu voir aussi l'année dernière, on a réalisé un baromètre de la finance durable. Et finalement, on se rendait compte que tous les acteurs étaient vraiment impliqués sur chacun des pans des stratégies ESG. Donc, par exemple, on avait 90% d'entre eux qui avaient mis en place des processus pour gérer les controverses, des chiffres assez similaires sur l'engagement. Mais quand on lisait dans le détail tous ces éléments, on voyait que l'articulation, elle n'était pas du tout effective. Donc, presque chaque partie était traitée de manière totalement distincte, alors qu'en fait, c'est un système d'alerte qui doit fonctionner en huis clos limite. C'est-à-dire que on est obligé de s'imprégner des controverses pour savoir comment est-ce qu'on va engager les acteurs et ensuite comment est-ce qu'on va définir les seuils qui vont pousser à l'exclusion derrière. Oui, je pense qu'il y a une porosité de plus en plus importante de toutes ces dimensions, d'où la notion de sophistication des politiques. Sur la biodiversité, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a la partie controverse, donc là sur les zones sensibles pour le coup, il y a une partie qui est d'engagement parce qu'on est vraiment très en amont et que la plupart des acteurs ils sont quand même en recherche de leur propre modèle pour identifier déjà les impacts. Et puis il y a les parties qui sont d'exclusion aussi. Et on voit bien que ces politiques biodiversité, elles concernent le climat et le social, parce que quand on parle de zones de déforestation, on parle aussi de communautés locales. Donc toutes les notions de l'ESG commencent à devenir très sophistiquées et s'articuler les unes les autres. Malgré tout, je pense que le mérite des politiques, c'est justement de donner des boîtes à outils claires sur comment on fait, de transpariser ça et d'être auditable aussi vis-à-vis des parties prenantes. D'où la nécessité d'avoir vraiment des lignes rouges pour garder une cohérence et pour pouvoir garder aussi en tête le fait que oui, le secteur financier peut contribuer à une transition qui est plus juste et plus durable. Oui, j'en suis moi convaincue. Je pense que c'est aussi une raison pour laquelle je travaille dans cette industrie là où je travaille. Et quelque part, si on veut se convaincre, regardons ce qui se passe du côté du charbon. Je pense que là, il y a vraiment un mouvement qui s'est enclenché, qui est quand même assez prometteur sur le charbon, qui montre bien que quand les acteurs financiers dans le monde entier sont d'accord pour avancer sur un sujet, il y a un effet important qui va cascader après sur les assureurs, parce qu'ils veulent plus assurer, et donc ça va forcer les sociétés à encore être plus vigilantes, etc., etc. Il y a des cercles vertueux qui peuvent s'enclencher. La société civile aujourd'hui aussi est un vrai contre-pouvoir. On parle de controverses, mais on parlerait sans doute pas autant de controverses si on n'avait pas des moyens médiatiques d'être au courant de tout ce qui se passe au bout du monde. Il fut un temps où toutes les sociétés du B2B étaient un petit peu protégées, on va dire, puisqu'elles n'étaient pas aujourd'hui. Même dans des secteurs qui traditionnellement sont des secteurs où il y avait des pratiques un peu laxistes sur les droits de l'homme, on commence à avoir quand même un sacré incentive, en plus de la réglementation, de faire bien les choses. Oui, c'est un rôle notamment porté par les ONG qui... notamment. Ouais, exactement. Voilà, qui ont leur rôle aussi dans le débat, absolument. Parfait.
On arrive au bout du temps de notre webinaire. Je ne sais pas si chacune de vous, vous avez un petit mot de conclusion. On n'a pas de questions du public, mais ça permet, si vous en avez, de pouvoir la poser pendant la conclusion. Déjà, c'était un réel plaisir finalement de pouvoir partager ce travail avec Ostrom, parce que tout simplement, ça donnait aussi... on est vraiment allé dans le détail de chacune des thématiques qu'on a pu étudier ensemble, et ça permettait de repositionner un peu le débat, de se dire ok, on n'a pas uniquement la possibilité d'exclure, on a d'autres voies qui existent, qui potentiellement peuvent être encore plus efficaces. Donc c'est vrai que finalement c'est un sujet qui est au cœur du débat actuellement, et les acteurs se posent les bonnes questions. Est-ce qu'il faut continuer à exclure? Est-ce qu'on doit faire autre chose? Et donc, comme quoi il existe des réponses. Donc, c'est plutôt encourageant. Et puis, maintenant, on n'a plus qu'à trouver les outils, les experts qui puissent répondre à ces besoins aussi pour pouvoir mettre en place tous ces éléments. Merci de m'avoir invité. C'était passionnant de pouvoir discuter sur ces sujets. Effectivement, moi, je suis convaincue que les choses vont dans le bon sens et que surtout que les meilleures politiques, ce sont les politiques qui correspondent le plus à ses engagements en tant qu'investisseurs. Un grand merci à toutes les deux pour vos insights très très précieux. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous allez retrouver le support vidéo qu'on va garder sur YouTube si vous voulez le revisionner ou le partager à d'autres collègues qui travaillent sur le sujet. Mais également, on a aussi le support écrit que Pauline a pu projeter. Et si vous avez des questions à la suite de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera, on sera ravis de prolonger le dialogue. Un grand merci à tous. Merci. Merci.